Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission hors série en forme de retour sur l'actualité de cette année 2021 avec en fil rouge ce soir un invité qui va nous aider à décrypter les équilibres géopolitiques qui fondent le nouvel ordre mondial. Gérard Araud, 40 ans de diplomatie au compteur, ex-représentant de la France auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, ancien ambassadeur en Israël puis aux États-Unis. Il nous éclairera sur la fragilisation de la démocratie américaine. Avec lui, nous évoquerons la rivalité croissante entre Washington et Pékin, guerre commerciale, menace sur l'avenir de Taïwan. Les sujets de désaccord se multiplient et Joe Biden hausse le ton face à Xi Jinping. Alors, l'affrontement est-il inévitable ? Et puis, au-delà de la Chine, nous nous pencherons sur les orientations diplomatiques du président américain vis-à-vis du reste du monde, la Russie, l'Union européenne ou encore l'OTAN. Joe Biden a-t-il vraiment rompu avec les années Trump ? Première diplomate afghane engagée pour l'émancipation des femmes, Shekeba Hashemi nous rejoindra ensuite pour témoigner des conséquences du retour des talibans au pouvoir à Kaboul. Enfin, nous retrouverons en fin d'émission un couple prometteur, il faut bien le dire, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Salut les tourtereaux, quoi de neuf au menu ce soir ? Bonsoir Renaud. Bonsoir Xavier, bonsoir Marie. Il y a un mot qui a été au cœur de l'actualité cette année, c'est vaccin. Un mot a été beaucoup moins présent, c'est éradiquer. Pourtant, il est possible d'éradiquer une maladie grâce à la vaccination. Piqûre de rappel avec la variole. Eh ben, formidable, et vous Marie ? Eh bien moi Renaud, je vais revenir sur cette année 2021 à travers les données de Google. Et vous allez découvrir notamment que la charcuterie a eu beaucoup de succès cette année chez les internautes. Eh bien, quelle nouvelle. À tout à l'heure les amis. Bonsoir Gérard Araud. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes bien sûr, vous avez notamment été ambassadeur de France aux États-Unis. Ça, c'était de 2014 à 2019. Et puis, vous êtes l'auteur de cet ouvrage dont on va parler dans un instant, Henry Kissinger, le diplomate du siècle aux éditions Talendier. Henry Kissinger, un personnage mythique sur lequel on va se pencher tout de suite. Mais d'abord, je vous présente deux personnages tout aussi mythiques, presque, n'est-ce pas ? Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Renaud Denis. Bonsoir Gérard Araud. Bienvenue à vous Nadia, ravi de vous retrouver. Et Anne Rosencher, bienvenue à vous aussi. Bonsoir Anne. Renaud. Nous sommes ravis de vous retrouver toutes les deux. Gérard Araud, Henry Kissinger, donc ce diplomate du siècle qui travailla notamment, en particulier aux côtés de Richard Nixon. Lorsque vous avez été nommé pour la toute première fois aux États-Unis, c'était en tant que représentant de la France au Conseil de sécurité des États-Unis. Ça, c'était en 2009. Vous avez éprouvé le besoin, tout de suite, quasiment, d'aller le consulter, Henry Kissinger. Pourtant, ce diplomate était retiré des affaires depuis près de 40 ans, depuis 1977. Pourquoi aller consulter en 2009 Henry Kissinger ? D'abord, c'est les 8 ans où il a été au pouvoir comme conseiller national de sécurité, puis ensuite comme secrétaire d'État, sont 8 années un peu mythiques. C'est l'ouverture des États-Unis sur la Chine. Alors maintenant, on a l'habitude de voir les présidents se parler, mais à l'époque, c'était un coup de théâtre. Puis ensuite, ça a été la détente avec l'Union soviétique, ça a été la diplomatie des navettes avec les pays arabes après la guerre de 1973. Et puis ensuite, ça a été tous ces livres, les livres qu'il a écrits, dont certains sont vraiment pas... Moi, quand j'avais des Mais quand on est nommé aux États-Unis, en 2009, on a encore besoin justement d'aller écouter tous ces récits-là auprès d'Henry Kissinger. Vous savez, c'est quand on aime un peu la musique rock, on a toujours envie de rencontrer vraiment... C'était votre Mick Jagger à vous ? Oui, c'est mon Mick Jagger à moi, c'est le Mick Jagger de n'importe quel diplomate, naturellement. Vous savez, un des avantages d'être ambassadeur, et ça dépasse Kissinger, c'est que vous pouvez rencontrer plein de gens qui sont passionnants. Quand j'étais en Israël, par exemple, j'ai rencontré tous les grands écrivains israéliens. Eh bien là, je ne pouvais pas rater... Un Mick Jagger avec des zones d'ombre et de lumière. Il y avait l'ouverture, effectivement, à la Chine ou à l'URSS, mais il a aussi été accusé d'être, pour le moins, complice, si ce n'est acteur du coup d'État de Pinochet au Chili, d'avoir prorogé la guerre du Vietnam. Ah oui, c'est un personnage qui a des ombres et des lumières. Jamais, par exemple, on ne lui a demandé de faire un discours devant les universités, comme font souvent les Américains, les dirigeants américains, parce que les étudiants se seraient révoltés. Il a été accusé de génocide, des ONG ont organisé des procès. C'est quelqu'un qu'aux États-Unis, on n'aime pas beaucoup. On admire son intelligence, mais on ne l'aime pas beaucoup. Alors, Gérard Araud, avant d'évoquer quelques temps forts de votre carrière, on va d'abord faire un petit retour en arrière tous ensemble. Nous avons une archive à vous montrer. Le 4 novembre 2008, un certain Barack Obama vient d'être élu. Il prononce à Chicago, devant une foule en liesse, le discours de sa victoire. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders
if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. J'imagine que l'élection de Barack Obama avait sûrement suscité auprès du diplomate que vous êtes une forme d'espoir, d'optimisme. Comment expliquez-vous que ce messianisme, dont on vient de voir un extrait dans la bouche du discours de victoire de Barack Obama, finalement se soit heurté à des réalités beaucoup plus dures, qu'il n'ait pas été, disons, couronné de succès? Vous vous rappelez, hein, Obama a été accueilli, en Europe en particulier, comme le second Messie. En particulier après George W. Bush, après l'intervention absurde et illégale en Irak. C'était un noir, c'était un jeune homme, il avait 48 ans, il était élégant, il représentait l'Amérique que nous aimions. Bon, en même temps, il ne faut pas oublier qu'il arrive en pleine crise économique. La crise économique a commencé en 2008, il est élu en novembre 2008 et il va devoir y faire face. Mais c'est aussi un homme politique sans expérience. Il a été en tout et pour tout sénateur de l'Illinois pendant 2 ans. Et il arrive pour prendre en main le plus grand pays du monde. Et donc, c'est ce manque d'expérience, à votre avis, qui explique le fait que ses ambitions étaient revues à la baisse, quand même. Peut-être aussi, d'abord la crise économique, puis peut-être aussi sa personnalité. Vous savez, les hommes politiques déçoivent toujours parce que les attentes sont telles qu'ils ne peuvent que décevoir. Mais cela étant, il ne faut pas non plus exagérer. Il a remis son pays sur la voie de la croissance. Il a rendu à son pays son prestige international. Oui, alors vous dites que les hommes politiques déçoivent beaucoup. Il arrive aussi que les diplomates se trompent et vous l'admettez volontiers dans votre livre. Rétrospectivement, vous parlez du fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003 où il s'oppose à l'intervention en Irak comme un moment fort de votre carrière, alors qu'à l'époque, vous étiez plutôt pour l'intervention en Irak. Ah non, j'étais pas pour l'intervention en Irak. Ah non, surtout pas. Non, je pensais que la France ne devait pas s'opposer à l'intervention en Irak. Vous étiez contre l'affrontement déclenché par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Vous savez, il y a une chose centrale. Vous étiez prudent, vous étiez diplomate en quelque sorte. Voilà. Beaucoup plus diplomate que Dominique de Villepin. Il ne faut pas confondre le diplomate et l'homme politique. C'est à l'homme politique de donner la ligne, et le diplomate, lui, il est toujours là en train de dire attention. Notre travail, c'est de conseiller la prudence, la retenue, et les vrais hommes politiques, justement, de temps en temps, eh bien, ils passent sur les diplomates. Et ça reste quand même un moment fort. Alors vous l'avez vécu quand même. Naturellement, c'est un moment. J'étais aux Nations Unies au Conseil de sécurité le 14 février 2003 et j'ai entendu le fameux discours de Dominique de Villepin. En plus, j'avais participé à sa rédaction dans l'avion qui nous amenait à New York et c'était un grand moment. J'étais évidemment fier que la France dise non à cette intervention stupide. Alors, on évoquait à l'instant l'état de la démocratie américaine. Précisément, Nadia, il y a un hit-parade dans lequel les États-Unis ne brillent plus guère. Oui, les Américains ont même dégringolé quelques marches et ça, c'est totalement inédit parce que pour la première fois, les États-Unis ont fait leur entrée dans la liste des pays où la démocratie recule. C'est un classement annuel de référence qui scrute l'évolution démocratique dans le monde et surtout son érosion, et ce depuis plus de 25 ans. C'est une sorte de vigie et c'est évidemment un tournant historique que le rapport attribue sans surprise à la présidence de Donald Trump. Puis là, je cite, « contribuer à la polarisation galopante, à la désinformation ». Il a également sapé la confiance fondamentale dans le processus électoral avec un point d'orgue dont on se souvient tous, c'est l'assaut lancé contre le Capitole, c'était le 6 janvier dernier. Combien de temps, selon vous, Gérard Haraud, les États-Unis vont continuer à porter les stigmates, si on peut appeler les choses ainsi, de cette présidence de Donald Trump ? Vous savez, une majorité des électeurs républicains considèrent encore que l'élection a été truquée. Donald Trump a pris le contrôle du Parti républicain et moi, je suis convaincu qu'il sera le candidat républicain en 2024. Il va revenir, selon vous ? Oui, évidemment. Lui veut revenir. Alors peut-être que sa santé ne le lui permettra pas, peut-être que la tournée générale de l'État de New York ne lui permettra pas, parce qu'il y a quand même pas mal de casseroles dans la famille Trump. Mais s'il veut être le candidat républicain, il le sera et il peut être réélu. C'est intéressant comme la démocratie est devenue un enjeu de diplomatie aujourd'hui. La Chine
clame aujourd'hui qu'elle a inventé la démocratie avant les Grecs. Je ne vous demande pas de trancher sur ce fait historique, mais pourquoi est-ce que c'est un enjeu à ce point-là aujourd'hui Ouais, parce qu'aucun gouvernement n'ose se dire non démocratique. Voilà, la démocratie est devenue le mot passe-partout et donc tout le monde doit s'habiller du bateau démocratique. Qui avait quand même théorisé le fait que le citoyen n'aspirait pas forcément à la grande liberté. Oui, mais il parle d'une autre forme. Pour eux, c'est évident que c'est un régime autoritaire, mais il n'ose pas se dire autoritaire. Il dit qu'il a une autre forme de démocratie qui, elle, est une forme ordonnée et qui, finalement, n'a pas toutes les tares du système américain. Alors vous évoquez la Chine à l'instant, justement au cours de cette année, les sujets de désaccord n'ont pas manqué entre ces deux superpuissances, la Chine et les États-Unis. Revue de détail avec la mise au point d'Amira Swilem. L'esprit de Noël n'y fait rien. Entre les géants américains et chinois, l'heure n'est clairement pas à l'apaisement. En cette fin d'année, la passe d'armes entre les deux puissances gagne même en intensité. L'administration Biden n'enverra aucun représentant officiel ou diplomatique aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Cette décision a été prise suite au génocide et crimes contre l'humanité que commet actuellement la République populaire de Chine dans la région du Xinjiang, ainsi qu'aux autres atteintes aux droits de l'homme. Une décision américaine qui vient s'ajouter à celle de ne pas inviter la Chine au premier sommet pour la démocratie qui s'est tenu courant décembre. Boycotter la Chine, la nouvelle stratégie des Américains. En mars dernier, des diplomates des deux pays s'étaient pourtant rencontrés en Alaska. L'ambiance était déjà glaciale. Laissez-moi vous dire, devant la délégation chinoise, que nous ne pensons pas que les États-Unis peuvent se permettre de nous parler en pensant être en position de force. En plus de la concurrence économique que se livrent Chinois et Américains, les tensions géopolitiques entre les deux pays s'accroissent également, à Taïwan notamment. Alors que les États-Unis disent être prêts à intervenir militairement pour protéger l'île, la Chine réitère ses souhaits de la ramener dans son giron. La question taïwanaise est une question purement chinoise. Nous ne tolérerons aucune ingérence extérieure. Et pour montrer qu'elle joint l'acte à la parole, la Chine a multiplié les incursions aériennes dans le ciel taïwanais. Aux prises, avec un contexte économique et sanitaire délicat, les deux puissances surjouent-elles le conflit à des fins de politique intérieure. Alors la Chine, Gérard Haro, c'est justement le héros de votre livre, Henry Kissinger, qui est à l'origine de l'ouverture des États-Unis, de la reconnaissance en fait de la Chine du régime maoïste par les États-Unis. On est en 1972, un processus qui avait été ouvert quelques années auparavant. Est-ce qu'en fait Kissinger est un peu à l'origine de l'émergence de cette puissance diplomatique et politique qui est devenue la Chine ? Non, c'est-à-dire Kissinger, tout simplement, comme Nixon d'ailleurs, reconnaissent que ça n'a pas de sens de laisser la Chine en dehors du système mondial. Et deuxièmement et surtout, ils se rendent compte que comme les Chinois et les Soviétiques à l'époque sont en train de se battre, ils se battent avec des milliers de soldats à la frontière de la Sibérie, que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous savez, je dis souvent, la politique étrangère, c'est très simple. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Le régime, l'idéologie, ça n'a aucune importance. Ils ont un ennemi. Ce qu'on appelle de la réelle politique. C'est la réelle politique. Mais vous savez, c'est la seule politique étrangère que je connaisse. On fête les 20 ans de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et on se souvient à l'époque des discours qui accompagnaient cette entrée. C'était l'idée que la mondialisation économique allait faire souffler un vent de liberté, justement, qui viendrait à bout du régime autoritaire. On ne peut pas dire que le bilan soit tout à fait bon. Avec le recul, vous pensez quoi? Que on était rentré dans une façon trop économiciste de voir les choses, ou on a péché par arrogance? Comment vous analysez ça? Vous savez, les relations internationales, il y a eu un grand moment qui a été, après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est ce que j'appelle le triomphe occidental. Oui. Il n'y a plus qu'une grande puissance, les États-Unis. C'est le livre qui dit que c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça veut dire quoi? C'est le triomphe de la démocratie libérale. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en grec, l'hubris, le sens de la démesure. L'Occident, les États-Unis, mais
nous aussi un peu, nous avons perdu le sens de la mesure et nous avons cru en effet que la Chine allait devenir la Belgique. Eh bien non, la Chine reste la Chine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de retour de la guerre froide, la Chine remplaçant justement dans le duel avec les États-Unis l'Union soviétique de jadis, ou est-ce que d'autres puissances émergent qui remettent en cause ce duel? On a pour les 20 prochaines années, la relation sino-américaine va être la relation qui va définir les relations internationales. Et tout le reste du système international va un peu tourner autour de cette relation, comme la relation entre l'Union soviétique et les États-Unis. Mais la différence, c'est qu'on ne peut pas avoir de guerre froide, parce que les deux pays ont de telles relations économiques que ce n'est pas possible de séparer les deux pays. Et deuxièmement, également en Asie. En Asie, ils ne veulent pas être du côté américain ou du côté chinois. Évidemment qu'ils s'inquiètent de ce que fait la Chine, mais vous savez que l'essentiel de leurs échanges, ça se fait l'Indonésie, même le Japon. La majorité de ces échanges se fait avec la Chine. Alors précisément, guerre commerciale, menace sur Taïwan, l'appétit de Xi Jinping dont on parlait à l'instant semble sans limite, et Joe Biden hausse le ton. L'affrontement entre Washington et Pékin, dont vous parliez à l'instant, est-il inévitable? L'objectif de la Chine, il est clair, c'est d'être à la fois la première puissance économique, mais aussi militaire, politique, diplomatique. Donc ça, c'est explicite, c'est ce que le président Xi Jinping appelle le rêve chinois, qui doit se réaliser à l'horizon 2049, le centenaire de la République populaire de Chine. Mais même certains objectifs doivent être réalisés avant, par exemple sur les questions technologiques. La Chine veut être la première puissance technologique mondiale, et c'est vraiment là-dessus qu'elle mise. Et on passe de l'être de toute façon, non? Elle avance vite, après, il y a quand même beaucoup de retard encore, si on prend sur les questions spatiales. Les États-Unis ont tellement d'avance, ont des budgets tellement plus importants sur les questions militaires aussi, mais sur certains segments, on prenait la 5G, et évidemment la 5G c'est la première fois où la Chine a une longueur d'avance sur les États-Unis. Les États-Unis redoutent la concurrence de la Chine. Quand une puissance dominante est menacée, ça se termine par une guerre. Est-ce qu'on est sur ce chemin-là? Alors, la théorie des relations internationales est extrêmement prolifique sur cette question et il n'y a pas d'accord sur est-ce qu'il y a une guerre ou pas, et s'il y a une guerre, qui la provoque? Est-ce que c'est la puissance en ascension ou la puissance établie? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est de la part des États-Unis. Il y a évidemment l'incapacité à se considérer demain comme la seconde puissance au monde. Aujourd'hui, les Américains ont à peu près les mêmes objectifs sous l'administration Biden que sous l'administration Trump. C'est faire face à l'émergence de la Chine, mais le faire sous forme de coalition, en se rapprochant des Européens, en se rapprochant des Japonais, des Australiens, des Indiens, des Coréens, etc. La Chine a bien dit qu'en 2048, elle sera à égalité, aura dépassé les États-Unis en tant que puissance militaire. Évidemment, son but avoué, c'est de reprendre le territoire de Taïwan. Elle sait qu'il y aura une protection militaire de la part des États-Unis, mais cette protection n'est pas gravée dans le marbre non plus. D'autant que les États-Unis sont désengagés de l'Afghanistan, ce qui peut avoir envoyé un message particulier aux Taïwanais et aux Chinois. Donc ça dépend des circonstances géopolitiques, ça dépend des circonstances politiques internationales, mais la Chine, c'est une très vieille civilisation, elle a le temps. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Pékin de remettre la main sur Taïwan, Dorian? C'est fondamental, c'est, je pense, l'objectif majeur qui dépasse tous les autres objectifs politiques, économiques, internationaux de Pékin aujourd'hui et de Xi Jinping en particulier, après avoir récupéré Macao en 99, Hong Kong en 97. Ils veulent appliquer la même chose à Taïwan, mais pour la Chine, pour Xi Jinping, on doit réunifier. C'est ça où quelque part, on peut quand même craindre des choses qui ne seraient pas très jolies pour la paix dans la région, c'est que si la Chine venait à diminuer son potentiel économique, si l'économie chinoise baisse, si les choses vont moins bien pour la Chine, moi je crains plus ce genre de dérapage ou d'action volontaire de Xi Jinping pour détourner aussi l'attention et rassembler le peuple derrière une cause commune. Gérard Haro, est-ce qu'on peut craindre ce genre de dérapage? On sait que Pékin parle toujours d'une réunification pacifique avec Taïwan, mais Taïwan redoute une invasion militaire de Pékin. Et Joe Biden, c'était au mois d'octobre, n'a pas écarté d'ailleurs l'hypothèse d'un engagement des États-Unis en cas de conflit. Vous savez, ça dure depuis 1949, lorsque les communistes ont pris le pouvoir à Pékin, et les Chinois n'ont jamais envahi Taïwan. Cette année, ils ont quand même changé de ton. Vous savez, les Américains aussi, dans cette affaire. La ligne rouge absolue, c'est
l'indépendance de Taïwan. Donc les Chinois suivent à la loupe tout mouvement qui semble indiquer une marche vers l'indépendance ou la reconnaissance de l'indépendance. Lorsque Biden invite Taïwan à un sommet des démocraties, je suis désolé, aux yeux des Chinois, c'est une provocation. Lorsque Trump envoie un ministre à Taïwan, ce qui ne s'était plus fait depuis 30 ans, c'est une provocation. Et les Chinois réagissent. D'ailleurs, ils ne réagissent pas par un vol dans le ciel taïwanais, mais dans la zone de contrôle aérien de Taïwan. C'est un petit signal. Non, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la Chine de se lancer dans une conquête de Taïwan, ce qui entraînerait, il faut bien dire, l'effondrement de l'économie mondiale. Ce serait une guerre. Or, la Chine, on la décrit comme une sorte de monstre qui ne fait pas d'erreur, qui n'a pas de faiblesse. Mais la Chine a énormément de vulnérabilité, et le régime de Pékin le sait. Oui, vous parlez, je crois, pour le moment d'aujourd'hui, d'un moment kissingerien, dans le sens, je crois, où ce serait un moment où seul le rapport de force et le sens du rapport de force compte, c'est ça, entre les États-Unis et la Chine, sont deux carnivores là-dessus. Ils sont très au courant du rapport de force. Voilà. Et donc, le problème, quand vous avez deux carnivores face à face, c'est qu'il faut qu'ils connaissent les lignes rouges de chaque côté et qu'ils aient un langage commun pour éviter les malentendus. Or, pour le moment, ils n'ont pas encore ce langage commun. Moi, ce qui m'inquiète du côté américain, c'est qu'ils sont en train de mettre en place des coalitions militaires. L'affaire des sous-marins n'est que subsidiairement française. La réalité... Des sous-marins que nous avions vendus à l'Australie. Au fond, nous sommes les victimes collatérales d'une coalition australo-américaine contre la Chine, naturellement. Moi, je vois bien des coalitions militaires, mais peut-être qu'il faudrait aussi un dialogue politique entre la Chine et les États-Unis, et je ne le vois pas encore. Vous parlez de langage et de dialogue. On voit bien que la Chine a adopté ce qu'elle appelait elle-même la diplomatie des loups guerriers, c'est-à-dire une diplomatie très agressive, en tout cas dans les mots, notamment à l'endroit des chercheurs et des journalistes occidentaux. Est-ce que c'est une stratégie habile et pertinente, cette agressivité? Honnêtement, d'abord, nous oublions aussi ce que disent les Américains des Chinois. Non, à l'évidence, ce qu'ont fait les Chinois depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est au contraire, ils ont inquiété le monde entier. Alors que Deng Xiaoping avait comme politique de parler vous voyez, il disait toujours il faut parler bas afin de ne pas faire peur. Là, d'un seul coup, la Chine de Xi Jinping commence à faire peur et c'est évidemment mauvais pour elle. Alors la relation avec la Chine et avec le régime de Pékin, c'est une chose évidemment pour Joe Biden, mais il y a aussi l'affrontement avec Vladimir Poutine, les relations avec l'Union européenne, le recours à l'OTAN. Quel est donc le nouveau cours de la nouvelle diplomatie américaine? Et Joe Biden, d'ailleurs, a-t-il vraiment rompu avec les choix de Donald Trump? La puissance militaire américaine doit être utilisée en dernier recours, pas en premier, et ne doit pas être la réponse à tous les problèmes du monde. Est-ce que ce repli des États-Unis sur leurs affaires intérieures est forcément une bonne nouvelle, Ziad Imam? C'est une question un peu difficile parce que pour beaucoup de peuples dans le monde, c'est une bonne nouvelle de ne plus avoir des GIs qui débarquent toutes les 5 minutes, et en particulier au Moyen-Orient, où ça a été perçu comme une ingérence permanente depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Après, quand le président américain dit plus d'intervention militaire. Il dit on va arrêter de régler les problèmes à coups de canon. Mais il ne dit pas plus d'ingérence. La leçon qu'ils ont tirée des 20 dernières années ou des 30 dernières années, c'est que ces conflits militaires ne mènent nulle part. L'Afghanistan, l'Irak, il y en a d'autres. L'image de Saïgon qui est restée dans la mémoire collective. Donc ça, on ne veut plus le faire. On va trouver des choses plus smart. Moi, c'est comme ça que je vois le discours. On avait tellement d'espoir avec cette administration Biden. Avec Joe Biden, après Donald Trump. Joe Biden était le successeur de Trump qui a dit « America is back », l'Amérique est de retour, le multilatéralisme et les droits de l'homme, etc. Donc il allait redonner à l'Amérique sa stature morale de grande démocratie. C'est là où on a été naïf de le croire. Et là, peut-être, on a été naïf de penser qu'ils allaient nous écouter, nous respecter. Anthony Blinken, on fait des gorges chaudes parce qu'il est très il est francophone. Oui, il a grandi à Paris. On a conclu qu'il était francophile, mais il n'y a pas forcément de lien logique. Donc on a été naïf, malgré ça. On a certainement été naïf. Il y a une vraie continuité en fait entre Donald Trump et Joe Biden sur les questions internationales en tout cas. Oui, il y a une continuité de la politique américaine qui est mise en place par le président et qui considère les intérêts nationaux avant tout autre. Maintenant, je dirais que la réintégration des États-Unis, elle se fait surtout en apparence. Elle se fait sur un certain nombre d'organismes internationaux, dont l'OMS et les autres. Après, la réalité de la politique qui suit, ça c'est autre chose.
On est un peu coincé quand même vis-à-vis des États-Unis. Vous avez dit quelque part qu'on pouvait leur opposer un veto au Conseil de sécurité, mais très franchement, ils nous aident aussi au Mali à lutter contre le terrorisme, donc on doit les ménager. Oui, sur le plan logistique, militaire, financier, on ne peut pas lutter contre les États-Unis. Sur le plan politique, oui, on peut ici ou là, effectivement, au Conseil de sécurité ou dans le cadre de l'Union européenne et peut-être même de l'OTAN, faire un certain nombre de choses et dire qu'on n'est pas content du tout. Mais sur le terrain, ce n'est pas possible. Et effectivement, là, l'exemple que vous donnez est excellent. On est au Mali depuis 2013. Ils nous donnent beaucoup de renseignements et ils nous donnent beaucoup de kérosène. Ils nous apportent un certain nombre d'aides très, très techniques sans lesquelles on pourrait peut-être se débrouiller aussi bien, mais ce n'est pas sûr. Hein. L'inverse est évidemment pas vrai du tout. On ne peut pas considérer que la France peut seule lutter contre les États-Unis. Je pense qu'avec les Américains, il faut qu'on redéfinisse notre manière de travailler avec eux. Et est-ce qu'on veut faire du partage du fardeau, se diviser le travail, les Américains s'occupent de l'Indo-Pacifique et nous de nos voisinages directs, ou est-ce qu'on est plus ambitieux, on veut définir un partage des risques? Et là, c'est différent. Comment coordonner nos politiques pour agir dans des zones et des terrains où nous avons des intérêts stratégiques communs? Et c'est un peu ce que la France essaye d'appeler aujourd'hui, c'est d'essayer de définir des nouvelles formes de coopération, un agenda positif qui pourrait nous sortir de cette simple division des tâches dans laquelle nous sommes toujours avec les États-Unis. Alors Gérard Haro, on fêtera dans quelques semaines le premier anniversaire de l'installation de Joe Biden à la Maison-Blanche. Joe Biden, il a fait campagne sur ce slogan « America is back », le retour du multilatéralisme des États-Unis justement dans le dialogue. Un an après, en quelle matière, sur quel dossier ce multilatéralisme qui avait été battu en brèche par Donald Trump a-t-il permis des avancées? On ne les voit pas vraiment. Dans le dialogue avec la Russie, ce n'est pas vraiment le cas. La récente crise migratoire avec la Biélorussie l'a illustré aussi. Le nucléaire iranien, le dossier n'avance pas vraiment. Est-ce que Joe Biden a vraiment réussi à restaurer ce multilatéralisme? Il n'y avait rien à restaurer parce que les États-Unis n'ont jamais été une puissance multilatéraliste. Les États-Unis, c'est la première puissance au monde et elle ne va quand même pas s'embarrasser du multilatéralisme. Ce serait Gulliver qui serait paralysé par les nains, n'est-ce pas? Donc ils sont prêts à... Quand ils parlent de multilatéralisme, c'est en gros dialoguer avec les autres pays. C'est certainement pas se lier les mains dans des organisations internationales. Il y a eu le retour dans l'accord sur le climat ou dans le retour à l'OMS. Exactement. Ils retournent dans ces organisations internationales, mais ils ne se soumettent pas à ces organisations internationales. Et ce qui compte, vous savez, lorsqu'on accusait Trump de dire America First, mais tout président américain dit America First. Les États-Unis sont entrés dans le monde, finalement, en 1945. Et ils sont entrés dans le monde représentant 65% du PIB mondial. Pour eux, ils sont les chefs, ils sont toujours les leaders. Ça veut dire que les intérêts de leurs alliés, des alliés des Américains, ça leur importe peu, finalement? Ça leur apporte assez peu, oui. Ouais. Vous savez, dans les opérations militaires, par exemple conduites par l'OTAN, les moyens américains, c'est 90% des moyens. Alors, il vaut mieux être avec les autres, parce que comme ça n'apparaît pas comme une opération américaine, c'est otanien. Mais d'une certaine manière, c'est ça la définition du multilatéralisme américain. Je dirige, vous suivez. Et justement, sur l'OTAN, notre président de la République, Emmanuel Macron, l'a déclaré il y a quelques années en état de mort cérébrale, je cite. Pourquoi continuer avec l'OTAN? Expliquez-nous en diplomate. Non, mais vous savez, c'est assez simple. Hein. Il faut se mettre dans les chaussures des autres, n'est-ce pas? Si vous étiez polonais, polonaise, vous ne vous poseriez pas la question. L'OTAN, c'est la protection américaine face à la Russie. Pour l'Espagne, vous ne vous poseriez pas la question. Ils consacrent 1,02% de leur PIB à la défense. Eh bien, tout simplement, l'OTAN, c'est les États-Unis qui leur fournissent leur défense. Excusez-moi, vous venez prendre en exemple deux pays européens. Donc, ce qu'on lit en creux, c'est que l'Union européenne n'est pas une force diplomatique assez forte. Militaire, certainement pas. Mais les Européens ne veulent pas être une force militaire, la plupart des Européens. Nous sommes... La France, ça fait... Moi, en tant que diplomate, pendant 20 ans, je me suis battu sur la défense européenne. Les autres pays européens n'en veulent pas de la défense européenne. Mais face à deux grands carnivores, comme on les a appelés, est-ce qu'on peut continuer avec les herbivores? Pour le moment, ils se sentent protégés par les Américains. Mais Emmanuel Macron continue de plaider pour une défense européenne. En vain, d'après vous. Ça fait 20 ou 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on le fait. Non, ça peut changer le jour où les Européens se réveilleront, si Trump est réélu par exemple, ou alors là les Européens se diront... Il revient au pouvoir, vous voulez dire. Voilà. Là, les Américains ne font plus le boulot, nous devons nous occuper de notre propre défense. Et l'Allemagne notamment. Mais pour le moment, ils n'en sont pas là. Et même c'est l'inverse, parce qu'ils pensent qu'en parlant de la défense européenne, les Français
pousse dehors les Américains, puisque si les Européens peuvent faire le boulot, les Américains peuvent rentrer chez eux. Et donc les Européens n'aiment pas beaucoup ce que les Français proposent. Non seulement ils n'en veulent pas, mais en plus ils n'aiment pas qu'on le propose. Alors Gérard Haraud, nous allons changer en quelque sorte de région du monde. Nous allons maintenant accueillir Shekeba Hachemi, ancienne diplomate afghane. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous avez contribué à l'éducation de près de 300 000 jeunes filles depuis près de 20 ans en Afghanistan avec votre ONG Afghanistan Libre, ONG dont vous êtes la fondatrice et la présidente. Cette année a été marquée par le retour des talibans au pouvoir à Kaboul. C'était il y a à peu près 4 mois et demi, au milieu du mois d'août. 4 mois et demi après, quelles nouvelles avez-vous justement de vos anciennes élèves, ces femmes, ces jeunes femmes pour lesquelles vous vous êtes battue depuis tant d'années? Écoutez, déjà, je m'excuse, même après avoir été 10 années diplomate, je n'ai pas beaucoup la façon de parler diplomatique parce que voilà, le pays et la cause obligent. Bon, je n'ai jamais été vraiment une vraie diplomate. Je l'assume. Écoutez, c'est terrible aujourd'hui, quelques mois après le 15 août. Nous nous retrouvons dans un pays qui est gouverné, enfin gouverné c'est un grand mot, qui est dirigé par les groupes terroristes. Dans ce gouvernement, il y a une dizaine de ministres qui ont passé quelques années à Guantanamo. Nous avons un ministre qui a 5 millions de dollars sur sa tête au FBI. Donc moi, s'ils veulent l'adresse, je veux bien leur donner, ça fera 5 millions pour l'aide alimentaire. Et puis nous avons un pays qui est avec 38 millions de personnes, donc plus de 20 millions de femmes, totalement démunis, alors que je vous parle, à chaque heure, le taux du dollar augmente, c'est-à-dire que c'est l'inflation, c'est les prix le salaire moyen qui n'est plus payé, parce qu'ils ont décidé depuis 3 mois, les talibans, de payer seulement 20 000 afghani, qui est l'équivalent aujourd'hui à peu près 200 $. Un paquet de farine de 10 kilos coûte la moitié de ce prix. Est-ce qu'on souffre de la faim? Est-ce qu'on souffre de dénutrition en ce moment en Afghanistan? C'est pire que ça, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, là, l'article la semaine dernière des journalistes français qui disait que c'était la crise humanitaire la plus terrible aujourd'hui devant nos yeux, la crise humanitaire en Afghanistan. Le pays vivait à peu près à 80% de l'aide internationale. Le pays vivait... Elle n'arrive plus, cette aide internationale aujourd'hui. Exactement, l'aide internationale n'arrive plus parce qu'on oublie, enfin on est en train de mélanger un petit peu de négociations avec les talibans et de discussions simplement pour faire parvenir cette aide alimentaire. Donc au milieu de tout ça, les victimes collatérales, ce sont ces 38 millions de personnes qui sont là. Et pour une fois, je ne parle pas seulement des 20 millions de femmes qui sont murées vivantes, mais la population dans sa globalité est en train de vivre une des crises les plus terribles du monde. Justement, au moment de la prise de Kaboul par les talibans, il y avait pas mal de télé et même d'hommes politiques occidentaux qui disaient « on va voir, ils ont peut-être changé ». Vous avez dû trépigner un petit peu. On a même parlé à un moment d'un gouvernement de talibans inclusif. Bon, quelles sont, vos informations sur comment ça se passe aujourd'hui? Ils n'ont pas changé, c'est même... est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pareil? Écoutez, mon ONG, elle n'existe plus aujourd'hui en Afghanistan puisqu'elle est enregistrée sous l'indépendance économique des femmes et l'éducation et la formation des femmes. Donc elle n'existe plus. Concrètement, vous ne pouvez plus intervenir, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus secourir les femmes. Dans l'année qui vient, elle sera mise en veille ici en France parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire se leurrer que de dire qu'aujourd'hui on fait de l'éducation. C'est le régime qui l'a interdit. Exactement. Aujourd'hui, l'éducation des femmes est interdite en Afghanistan. Donc, de temps en temps, ils essayent de sortir un petit peu de leur chapeau. On peut les laisser à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans, mais avec la peur quand même des parents de laisser ces petites filles sur le chemin parce qu'elles sont comme ça, on peut les voir et les enlever plus facilement. Donc, il n'y a pas d'éducation des femmes et des filles en Afghanistan aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, voilà, mon ONG Afghanistan Libre ne peut pas exister. Elle devrait être en veille parce que c'est un non-sens. Par contre, là où, voilà, mon rôle à moi, c'est de sensibiliser, d'être là sur vos plateaux et partout, de ne pas laisser ce qu'on a fait, ce qu'on a fabriqué. C'est-à-dire que, bien évidemment, moi, je suis la première à avoir dénoncé mon propre régime puisque j'ai démissionné de mon poste d'ambassadeur ministre conseiller en 2009. Donc, n'allez pas me dire que tous ces pays occidentaux, les États-Unis les premiers, n'avaient pas compris que dans ce gouvernement qu'ils ont mis eux-mêmes en place, il n'y avait pas de corruption, qu'il n'y avait pas autant de dégâts dans ce gouvernement, qu'il ne fallait pas changer. Donc, comme tout à l'heure, vous avez discuté sur les enjeux de l'échiquier international, malheureusement, mon pays à moi, depuis ma naissance, on est là en train de subir en fait ce qui se passe au niveau géopolitique monde. Pendant la guerre froide, c'était l'Afghanistan. Il était bon d'être afghan pendant la guerre froide parce qu'on se battait contre le régime soviétique et donc on était massivement aidés par l'Occident. Aujourd'hui, on a été un petit peu sacrifiés dans l'enjeu entre les États-Unis et la Chine, puisque la Chine et la Russie, ce sont les deux pays qui ont reconnu aussitôt le régime taliban. Le 17 août, c'est-à-dire 2 jours après la prise de Kaboul, le président chinois, il a quand
quand même juste dit cette phrase, maintenant il faut les laisser tranquilles, les talibans. Et les États-Unis, on a totalement oublié qu'on a laissé les armes et on a laissé tout ce qu'on avait apporté au niveau militaire à ces terroristes en place. Gérard Araud, vous entendez le témoignage de Shekeba Hachemi sur le rôle des États-Unis. Ils ont été naïfs et même plus que ça, complices au cours de ces dernières années, justement, avant la chute de ce régime qui a été extrêmement spectaculaire. On se souvient de ces images de la chute de Kaboul, rappelons un peu la chute de Saïkon, d'ailleurs, dans l'imaginaire. D'abord, ce n'était pas seulement les États-Unis, c'était tout l'Occident, parce qu'il y avait aussi des contingents de tous les pays européens, en particulier les pays de l'OTAN. Le contingent français, lui, doit être parti en 2013. 2014. C'est le président Hollande de 2014. 2014, donc c'est une entreprise occidentale. Vous savez, ça fait partie aussi de l'intervention en Afghanistan, c'est un peu comme l'intervention en Irak. Ça a été cette période, ce que j'ai appelé le triomphe de l'Occident, où l'on pensait que l'on allait installer avec des baïonnettes, on allait installer les démocraties, répandre la démocratie avec la baïonnette. Ou ce qu'on fait au Sahel. En réalité, la présence occidentale, ça provoque au contraire, d'une certaine manière, la mobilisation des forces contre les Occidentaux. Ça entretient la guerre civile. Nous sommes... les Américains, on peut dire pourquoi sont-ils partis, mais ça faisait 20 ans qu'ils y étaient et rien n'avait marché. Donc il fallait bien mettre fin au moins à la guerre, ce qui est déjà ça. Mais que doivent faire aujourd'hui les diplomaties occidentales vis-à-vis du régime taliban, Shekeba Hachemi? Vous pensez que les diplomaties occidentales, américaines ou européennes, doivent leur parler, doivent négocier? Moi, je pense qu'on n'en est pas là. Il faut déjà pas confondre négociation et discussion. Depuis quand les grandes organisations internationales de l'aide alimentaire ont négocié avec des grands régimes terroristes dans le monde, des dictateurs, et on amène l'aide internationale? Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'en 2001, quand on est venu en Afghanistan, ce n'était pas pour sauver les Afghans, il faut se le rappeler. Les États-Unis et l'Europe est venue en 2001 parce que le 11 septembre 2001, il y a eu les tours et qu'on a vu que le régime qui était en train de faire le terrorisme international, c'était les talibans, Al-Qaïda, tout ça en Afghanistan. Nous l'avions connu 2 jours plus tôt avec l'assassinat du commandant Massoud qui se battait dans cette vallée du Panjshir. Donc on est venu en Afghanistan avec l'accord des Afghans sur place qui se battaient quand même depuis 1996 contre les terroristes internationaux. N'oublions pas non plus que le 15 août, le premier geste symbolique des talibans en prenant Kaboul, c'était l'ouverture de la prison de Bagram militaire où il y avait 7000 djihadistes de 80 nationalités différentes. Une question très concrète. Si les fonds étrangers sont débloqués, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils parviennent bien à la population et qu'ils ne soient pas détournés précisément par les talibans à d'autres fins? Mais de toute façon, de nourrir et de soigner les Afghans. Aujourd'hui, il faut, l'urgence, c'est d'apporter le soin et d'apporter l'aide d'urgence à cette population. Je pense que toutes ces organisations ont déjà fait des choses avec ces talibans, mais la preuve, ces talibans, s'ils existent et qu'ils sont là, qu'ils sont venus en force, c'est qu'il y a déjà eu des discussions depuis des années et des années. Donc on ne nous leurre pas aujourd'hui en disant justement là, maintenant, tout d'un coup, on ne peut pas apporter l'aide alimentaire parce qu'il y a ces talibans. Comment ils sont arrivés? Comment ils ont été comment ils ont été armés? Comment ils ont été soignés pendant toutes ces années? Donc ça veut bien dire qu'il y a déjà eu tout ça. Donc aujourd'hui, nous leurrer pour nous dire qu'en fait, on n'a rien à faire en Afghanistan parce qu'on ne peut pas négocier, c'est un faux sujet. Il y a une population qui est en train de mourir, il y a 20 millions de femmes qui sont en train d'être emmurées. Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous, ici, on n'a pas le droit de laisser regarder ce qui se passe là-bas, parce que cette fois-ci, contrairement à 1996, on le sait. On le sait et on le savait. On les a déjà vus alors, effectivement. Merci Shekeba Hachemi d'être venu apporter ce témoignage ce soir sur ce plateau. Merci à vous, Gérard Araud, d'être venu nous éclairer sur les enjeux géopolitiques, notamment cette diplomatie américaine souvent mystérieuse et parfois obscure, et éclairée aussi grâce à votre ouvrage, évidemment, sur ce diplomate du siècle que fut Henry Kissinger. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous allons retrouver Xavier Mauduit. Xavier Mauduit qui nous parlera, lui, du vaccin qui a éradiqué la variole, et Marie Bonisseau qui nous racontera ces drôles de recherches sur Internet. Mais tout de suite, l'inimitable Benoît Forger avec sa dérive des continents et une drôle de question. Connaissez-vous le nouveau nucléaire? Bonsoir Renaud. Celles et ceux qui souhaitaient sortir de l'atome devront encore patienter quelques siècles. Alors qu'on le croyait moribond, le nucléaire rebondit avec de tout nouveaux petits réacteurs dont vous allez me dire des nouvelles. Connaissez-vous le nouveau nucléaire ? Ah, le nucléaire, on serait bien tenté de s'en passer, mais c'est un peu comme l'alcool. On sait que c'est mauvais pour la santé, que ça donne des enfants bicéphales, et pourtant on est bien content de le trouver quand il fait froid dehors et que les jours diminuent.
Certes, on sait que c'est pas bien, mais si on en fait une consommation modérée, qu'on ne s'installe pas comme d'autres sur une plage à tsunami, si on prend soin de faire la révision chaque année par un technicien agréé, un petit nucléaire pépère, sans danger, quasi bio, eh bien oui, c'est possible, et c'est ce que nous propose le gouvernement avec le nouveau nucléaire et ses bébés réacteurs qui démontrent qu'on peut être à la fois nucléaire et mignon. Fini les super phénix menaçants, usines à apocalypse qui stressent les bêtes et hérissent l'opinion. Fini le réacteur colmaté à la pâte à fixe qu'un coup de chaud suffisait à faire fondre et couler à travers la croûte terrestre tel un suppositoire hors de contrôle. Bienvenue aux centrales naines et à leurs bébés réacteurs, friandises d'uranium super vitaminé grâce auxquelles on va enfin pouvoir profiter du nucléaire avec frivolité. Sans compter que rien n'interdit de combiner bébé réacteur avec éolienne fantaisie pour un paysage parfaitement bisounours. Oh, bien sûr, des risques, il en demeurera toujours, mais les catastrophes encourues seront proportionnelles à la taille de ces mini-réacteurs. Un homme qui tombe d'une échelle fera plus de bruit. Et quand bien même il resterait un danger, notre indépendance énergétique vis-à-vis des pays pétroliers ne mérite-t-elle pas qu'il soit encouru ? Suffit de faire attention, c'est tout. Et lorsque le représentant de charbon sonnera à la porte, on pourra savourer le plaisir de la lui refermer au nez sans même jeter un œil sur sa brochure. Vous voilà convaincu, ne vous reste plus qu'à vous porter candidat pour accueillir un bébé réacteur au bout de votre jardin. Eh ben voilà, merci et chapeau Benoît Forgeard. Salut les amis, bienvenue à vous. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, quel plaisir de vous retrouver. Réciproque. Courage, plus que 2 dodos. Hein. Alors, on va commencer avec vous, Xavier Mauduit. Alors que la campagne pour la dose de rappel du vaccin anti-Covid bat son plein, vous allez nous parler ce soir d'un temps où la vaccination faisait déjà ses preuves pour éradiquer un autre fléau, la variole. Oui, parce qu'éradiquer une maladie, c'est possible. Ça s'est déjà vu le 8 mai 1980 à Genève. Monsieur, l'effervescence au moment de l'annonce lors de la 33e Assemblée mondiale de la santé que, ça y est, tous les peuples du monde sont désormais libérés de la variole. Terrible variole, la petite vérole, une maladie qui enquiquine l'humanité, il faut le dire, depuis des millénaires. Alors la variole, c'est vraiment quelque chose de terrible. On ne peut pas mesurer le nombre que cette maladie a pu causer. On sait qu'au XXe siècle, l'estimation est de 300 millions, c'est absolument gigantesque. C'est sans compter tous ceux, toutes celles dont la chair est irrémédiablement marquée par cette terrible maladie. Alors, il y a des solutions, certaines très anciennes, qui viennent d'Orient, d'Extrême-Orient, et qui se diffusent en Europe au XVIIIe siècle. C'est la variolisation, vous savez, inoculer un peu de variole affaiblie pour éviter les formes graves de la maladie. Et puis, à la toute fin du XVIIIe siècle, nous avons un vaccin que nous devons à un médecin anglais, il s'appelle Edward Jenner. Donc, ça y est, il y a le vaccin, c'est formidable, mais non, la maladie est toujours là, d'où l'idée de l'éradiquer. C'est un projet absolument fou qui naît après la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation mondiale de la santé, en 1959, se saisit de cette question avec un programme de vaccination, mais le seul qui est viable pour être efficace, vacciner l'ensemble de la population mondiale, en tout cas 80%, pour éviter que la maladie se diffuse. Alors, c'est pas sans difficulté, vous vous en doutez, mais enfin, les effets positifs apparaissent assez rapidement. Mais ça, c'est grâce à une coopération internationale, États-Unis et RSS, notamment en pleine guerre froide, mais ils avancent main dans la main, et puis une vraie attention accordée aux pays pauvres. Oui, il faut que ce soit mondial pour que ce soit efficace. Et effectivement, la variole recule. C'est quelque chose d'absolument fou de voir cette politique où tout doucement la maladie recule et là, hop, une autre politique se met en place. C'est-à-dire que dès qu'un cas est détecté, immédiatement, on isole le malade et on vaccine tout l'entourage, voire toute la région. Le dernier cas de variole détecté, c'est en Somalie, en 1977. Très vite, l'Organisation mondiale de la santé annonce que la maladie est éradiquée. Et puis, alors, lors de cette grande cérémonie en 1980, ça y est, la décision est prise. C'est fini, la vaccination, tout simplement parce que sans virus, ça ne sert à rien de lutter contre le virus. Alors, le virus disparaît au sens où il contamine les humains. Il ne disparaît pas totalement, il est conservé dans des laboratoires. Parce que l'idée, c'est de le détruire dans un premier temps. Et puis après, la recherche scientifique, on ne sait jamais, on va le conserver. Il est toujours présent dans 2 laboratoires. Un aux États-Unis, un en Russie, et nous espérons que les portes de cerveau restent fermées, mais très bien fermées, vous voyez, hermétiquement. Très très bonne idée, oui, bien sûr. Je vois que vous aussi, comme des millions d'autres Français, vous êtes donc devenu épidémiologiste. Depuis 2 ans, Xavier, je tiens à vous féliciter. Avec un peu d'histoire. Bravo à vous, bravo pour votre guirlande. Ah non, c'est une cravate, oui. Je l'ai chopé, ça pas de Noël, par contre. Merci beaucoup, Xavier Mauduit. Marie Bonisseau, c'est à vous. Ce soir, vous allez nous dresser un petit bilan de notre année sur Internet en 2021. Quelles ont été les recherches les plus prisées sur la toile ? On le sait grâce aux tendances
Google. Google, bah oui, c'est très scientifique parce que vous savez que le seul point commun entre tous les humains, c'est cette petite barre de recherche Google. 90% des recherches dans le monde sont effectuées sur Google. Il y a 2 exceptions, c'est la Chine et les Russes. Sinon, pour le reste, Google a vraiment un écrasant monopole. Ce qui en fait finalement un super institut de sondage des terriens. Alors je vous propose de revivre 4 cultures qui ont émergé sur Google en 2021. C'est un classement très subjectif. Dans la rubrique mode, rappelez-vous, en début d'année, le moteur de recherche a enregistré un pic soudain et mondial pour le mot moufle grâce à 7 photos historiques. Ouais. Nadia, elle a cherché moufle. Je les ai tricotées. Bien sûr, on les a tous voulus. Bernie Sanders, frigorifié, imperturbable aussi, à la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Cliché émouvant, prenant, qui s'est retrouvé incrusté sur des milliards d'autres scènes grâce à la magie des photomontages. Voilà, on a vu des moufles partout et tout le monde a essayé de les acheter. En gastronomie, autre tendance, sachez que cette année, les confinés d'Amérique du Nord ont exploré un plat que nous connaissons, nous, depuis à peu près le 15e siècle. La grande mode, c'est la planche de charcuterie. Le mot charcuterie board a été énormément recherché sur Google cette année. D'ailleurs, à chaque fois que les gens veulent apprendre à faire, souvent à cause du confinement, une planche de charcuterie, eh bien, beaucoup de curieux tapent cette question dans Google avant de se lancer. Que mettre dans un plat de charcuterie? Nous avons la réponse de la charcuterie. Voilà, dans la rubrique Voyage en mars dernier, vous vous souvenez du meilleur créneau de l'année, celui du porte-conteneur Ever Given, voilà, qui a bloqué le canal de Suez, on s'en rappelle, pendant 6 longs jours. Eh bien, il s'est traduit sur Google par un pic de questions. Where is Canal de Suez? Comme ça, nous avons tous appris la géographie grâce à ce capitaine. Comment faire un credo, non? Voilà, et puis enfin, dans la catégorie musique, on a le retour de ces jolis chants que je vous propose d'écouter tout de suite. Vous les reconnaissez? Si vous êtes breton, vous savez ce que c'est. Ce sont des chants de marins. Les sea shanties qui datent du 18e, 19e siècle et qui ont fait un grand retour. Sur TikTok. Exactement, grâce à l'application TikTok où les gens partagent des chorégraphies et des musiques. Et donc cet Écossais que vous voyez s'est mis à chanter des chants de marins. Tout le monde dans le monde a repris en chœur. Régayer les confinements. Parce que c'est fait pour chanter en chœur. Parce que les chants de marins, c'est parfait. Alors la seule chose que je n'ai pas trouvée dans les données Google, c'est si les marins du porte-container chantaient ces chants sur le canal de Suez. Ça, ça, on verra dans un an, à la fin de 2022 peut-être. Hein, je reviendrai. C'est formidable vos tendances Google. Merci beaucoup, Marie Bonisseau. Merci à tous, mes amis. 28 minutes est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain à 20h05 et comme chaque soir, on va se quitter en musique, eh bien avec un clin d'œil aux efforts diplomatiques de jadis d'Henry Kissinger, ce diplomate du siècle dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'un parfum de guerre froide a parfois flotté sur nos débats ce soir. C'est l'occasion de réécouter Sting, Russians. À demain. Tchuss.